Alors bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin. Je suis aujourd'hui avec Marie-Josée Harel, qui a fait une grosse sortie de zone à l'âge de 28. 22 ans, en fait. La première, là, 22 ans. Mais après ça, c'était à 28. Ouais. Aujourd'hui, tu es directrice, combien? 3 étoiles. 3 étoiles de Tupperware. Tupperware en France. Mais avant ça, avant 28 ans, de 22 à 28 ans, tu étais religieuse. Oui, dans un couvent ou dans un... On appelle ça un couvent? On appelle ça un couvent. J'ai dans une communauté nouvelle, mais j'ai vécu en communauté religieuse pendant 6 ans. Peux-tu m'expliquer ton parcours pour faire une sortie de zone aussi bizarre que ça? Comment ça s'est passé? Raconte-moi, là, depuis la fin de tes études. Mais en fait, ce qu'il faut que je dise en partant, Daniel, c'est que moi, je suis issue de la famille à qui a appartenu le célèbre restaurant Madrid sur l'autoroute 20. Très connu au Québec. Une institution qui n'existe plus, mais qui a été là. Et déjà là, je viens d'une famille hors zone, moi. Vraiment, hors norme. J'ai un père qui a entrepris toutes sortes de projets plus... Bizarre, oui, des monster trucks, des camions monstres, des dinosaures, toutes sortes d'affaires. Alors, cette culture-là du changement chez nous, elle était présente. Elle a toujours été présente dans le fond. Et de ne pas être standard. Voilà, de ne pas être standard. Tantôt, on se parlait de pourquoi on hésite de faire des sorties de zone, entre autres, ce que les autres pensent. Moi, toute jeune... Tu as dû faire face à ça souvent dans ta vie. Beaucoup. Puis jeune, je me suis débarrassée, moi, de ce que les autres pensaient. Je te dirais, là, déjà à 15-16 ans, j'étais assez libre par rapport à ça. Alors, ce qui se passe pour moi, je grandis dans cet environnement de la famille du Madrid. Je fais un peu de tout. J'ai travaillé sur la vie de tournée de Monster Truck et tout ça. Monster Truck, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être en Europe, c'est une tournée dans des gros arénas, dans des gros amphithéâtres de gros camions géants et de destruction d'automobiles. Très américain comme... Oui, exact. Mais surtout, c'est ton frère maintenant qui fait ça encore aujourd'hui. Oui, qui est un très... Donc, tu travailles avec lui dans la famille? Jusqu'à l'âge de 22 ans à peu près, puis je fais mes études naturellement. Je fais des études en administration, je fais des études en communication, mais je me cherche beaucoup. Est-ce que ton rêve, c'est de continuer à faire ça, à travailler avec la famille toute ta vie? Non. À ce moment-là, non. Ton rêve, c'est quoi, ce moment-là? C'est flou, c'est très flou. Je fais partie, je pense, de cette catégorie de gens qui n'ont jamais réellement su quoi faire de leur vie. Moi, à l'âge de 15 ans, ce que je sais, c'est que je suis devenue fascinée par le monde spirituel, par la spiritualité. C'était ça. C'était vraiment ça. Mais qu'est-ce que tu fais à 15-16 ans quand ta passion, c'est ça, tu ne sais pas trop quoi faire? À la limite, tu ne te dis même pas que c'est une passion. J'aime ça. Puis... Voilà. Et comme là, aujourd'hui, je le dis... Clairement, si ça avait existé un bac en spiritualité, je ne me serais même pas posé de questions. Moi, c'est là-dedans que j'aurais été étudiée. Ma passion, c'était ça. Mais ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas, puis c'est pas quelque chose avec quoi tu peux vraiment gagner ta vie non plus. Alors, je pars avec ça. Et ce qui se passe pour moi, j'ai toujours cette passion de la spiritualité. Moi, je me pose de grandes questions existentielles. Quel est le sens de cette vie? Est-ce que Dieu existe? Qu'arrivera-t-il après la mort? Puis je vis ma jeunesse un peu comme ça, jusqu'à l'âge de 22 ans, où je vais faire une retraite, parce que je suis une fille spirituelle, je vais faire une retraite. J'essaie ça. Et je vis une expérience profonde, vraiment, une expérience spirituelle profonde dans un centre chrétien catholique. C'est tellement fort que je sors de là, puis je sais qu'il y a quelque chose qui est transformé en moi. Et là, j'arrive à une espèce vraiment de Y, là, où là, j'ai 22 ans, puis c'est sûr que je suis intéressée par le monde des communications, mais il y a cette expérience que je viens de vivre et ma quête, moi, c'était Dieu. C'était vraiment ça. Mon besoin, ma quête de Dieu, je cherchais Dieu. Et là, je me disais, j'ai 22 ans, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au bout de cette quête-là pour en avoir le cœur net? Puis je l'aurais fait de plein de façons. J'avais pensé à aller au Tibet, j'avais pensé à aller construire des maisons en Afrique, mais finalement, il y a cet événement avec la communauté. Je décide d'aller vivre en communauté religieuse pour donner suite, parce que je voulais pas... Je savais une chose, c'est que je me disais, si je ne le fais pas, quand je vais avoir 70 ans, je vais me dire, j'ai-tu passé à côté de quelque chose? Tu prévoyais probablement regretter de ne pas avoir essayé d'être religieuse. Puis d'avoir été, c'était pas tant le fait d'être religieuse, mais c'était d'aller au bout de cette affaire-là. Et finalement, je vais vivre là 6 ans en communauté religieuse. Ça se passe bien. Mais là, les gens, ils disent quoi, là? Ton père, ta mère, ton frère... Bien, tu sais que je viens d'une famille qui est spéciale. C'est ça. Alors moi, mes parents, Daniel, ils m'ont toujours accompagnée là-dedans. Toujours. Mes parents ont été les premiers à m'appuyer. Du moment qu'ils ont vu que c'était sain, que j'étais heureuse, que je n'étais pas en danger,
Ils m'ont accompagné là-dedans. C'était pas une secte, c'est ça. C'est une communauté reconnue par l'évêque du diocèse. T'sais. Alors, du moment qu'ils ont vu ça, ils m'ont soutenu là-dedans dans mon choix. Puis même aujourd'hui, tu parles de ça à mon père et il est fier. Il est content de ça. Il a trouvé ça beau, ce que j'ai fait, moi, pendant ce temps-là. Tu as eu le courage d'oser aller au bout de ce que tu voulais faire, même si c'était pas standard. C'était pas standard. Parce que personne ne faisait ça, à la limite. Moi, j'en connais pas d'autres. On a le même âge. Là. Fait que, tu t'imagines que toi, à 22 ans, tu as une amie qui te dit qu'il s'en va vivre en communauté religieuse. Mais dans les plus gros blocages, pour des gens qui veulent faire des changements ou des gros changements comme ça, toi, c'était comme ton début de carrière. C'est un peu ça. C'était comme ton premier travail, à la limite. Pour d'autres, toi, c'était ça. Oui, oui. Mais est-ce que tu disais, souvent, c'est l'argent? Tu sais, l'insécurité financière, toi, tu disais, j'aurais pas besoin d'argent le reste de ma vie. Bien là, moi, je m'en allais vivre en communauté, j'étais pris en charge. Ça te stressait pas, l'argent, c'était pas... Non, parce que je m'en allais dans une vie de don, vraiment. C'était clair pour moi. Pas les premières années, là, je veux dire, cette certitude que je voulais donner ma vie à Dieu, elle a été là à l'âge de 25 ans, là, après 3 ans de vie en communauté. Après 3 ans, là, tu étais plus certaine. Oui, que c'est ça que je voulais faire toute ma vie, je voulais donner ma vie à Dieu. Mais ça l'a changé. Ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est... C'est que les sorties de zone qu'on fait nous-mêmes dans la vie, comme moi, aller en communauté religieuse, c'était vraiment pas standard. Puis après ça, il y a les sorties de zone qu'on ne choisit pas. Exact, il y en a 2. Imposées ou qu'on choisit. Voilà, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que la communauté où j'étais, bien, il y a eu une nouvelle directrice qui est arrivée à la tête et je n'étais plus d'accord avec l'orientation qu'elle donnait. Okay. Ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs. Mais, et je me suis comme battue un peu à la fin pour rester là parce que la façon que j'ai de l'expliquer, c'est de dire aux gens, j'essayais de sauver mon mariage, là, moi, là. Tu comprends? Oui, toi, c'était... J'étais mariée à Dieu, là. Alors moi, j'essayais de sauver ça. Tu voulais pas divorcer? Je voulais pas partir. Mais à un moment donné, je n'ai plus eu le choix parce que mon corps, ma tête, mon esprit, il n'y a plus rien qui allait bien pour moi. Puis à un moment donné, il faut les lire, les signes. Il faut les lire, les signes. Tu dormais mal? Tu étais stressée? Je dormais mal. En fait, aujourd'hui, je regarde ça puis je présentais beaucoup de signes de personnes qui faisaient un burn-out aussi. Là, fatigue, épuisé, plus d'énergie. Oui, puis il y a eu la phase où là je n'étais plus arrêtable. Là, tu deviens comme hyperactif, puis que là, tu es comme plus capable un peu de te contrôler. Puis à un moment donné, tu crashes. Okay. C'est un peu ça. Okay. Et je quitte à 28 ans et ce n'est pas des circonstances faciles parce qu'au moment où je quitte, naturellement, je suivais un peu comme une menace pour la communauté au moment où je quitte. Quand tu es perçu comme ça, quand tu quittes d'une communauté. Oui. Okay. Bien, pour celle-là, je ne te dis pas que c'est toujours comme ça, parce qu'il y a des belles communautés où ça ne se passe pas comme ça. C'est peut-être plus difficile que quitter une entreprise. C'est pas du tout la même chose. L'entreprise, tu n'es pas une menace, un employé qui part, mais là, c'est plus... C'est plus difficile. Okay. Puis moi, je choisis d'aller voir l'évêque et de dénoncer des choses. Tu vois, moi j'ai le feu, moi, sacré en dedans de moi, puis je ne peux pas vivre avec l'injustice à un moment donné. Et ce qui fait que je me retrouve chez ma mère à 28 ans avec rien. C'est ça, là, on parlait d'argent. Pas d'argent, même pas une paire de jeans. Moi, j'avais un costume, là. Fait que j'ai même pas... j'ai ma brosse à dents, mes effets personnels, c'est tout ce que j'ai. T'avais-tu des économies avant ou zéro? Rien. Là, tu te retrouves devant une grosse... Oui. Et je perds, parce que dans ces sorties de zone imposées, il y a une perte de repères. Puis c'est ça le plus difficile. Moi, je perds tous mes repères. Là. Je perds l'endroit où je vis, mes amis du moment qui étaient les gens de la communauté, le travail que je faisais là-bas. Et là, je me retrouve, je n'ai plus de repères. Ce sont des crises existentielles profondes. Heureusement, là, est-ce que tu dis, je vais être religieuse, mais ailleurs, dans un autre couvent ou... Non, c'est clair pour moi. Parce que toi, tu veux être religieuse? Oui, mais non? C'est clair pour moi que c'est fini. C'est clair, c'est que je comprends qu'il n'y a plus de retour à ce niveau-là. Je ne retournerai pas vivre dans une communauté. Peu importe si tu t'entends bien avec l'autre directrice d'un autre couvent. Peu importe. Parce que ma quête... C'était fini ou... Oui, ma quête n'était pas être religieuse. Ma quête est toujours Dieu, la vérité, la lumière. Puis là, je comprends que probablement... C'est pas là que tu vas le trouver, c'est ça? Je pense que non. Je pense que c'est pas là que je le trouve. Puis c'est sûr que tu ne veux plus te retremper dans un environnement comme celui-là après. Tu sais, c'est une forme de traumatisme. Okay. Tu sais, je veux dire, n'importe qui vit, mettons quelqu'un a un gros accident de voiture, lourdement blessé, ça va prendre du temps là, avant que tu te remettes à conduire, puis qu'en plus que tu aies confiance pendant que c'est sur la route. Alors, je pense que par protection aussi, puis moi, c'était clair dans ma tête, c'était fini. Dieu n'était pas fini pour moi, non, tu comprends? Je comprends? Mais l'idée de vivre en communauté religieuse, c'était terminé pour moi. OK. Et là, je dois me rebâtir. J'ai 28 ans, je dois me rebâtir. Tu t'en vas où?
Bien là, je suis chez mes parents. Chez tes parents, que tu J'ai retournes à 28 ans. À 28 ans, dans le sous-sol, chez ma mère. Dans le sous-sol. Mais j'ai une famille extraordinaire qui a été là pour moi, puis qui m'a soutenue. Parce que les 6 premiers mois, j'étais vraiment comme... J'étais en burn-out. Donc, je n'étais pas en état de travailler. Ouais. Je devais me rebâtir psychologiquement, puis me rebâtir, je te dis même énergie, physiquement, puis, tout. Ouais. Puis après, bien, tu sais, moi, je pense que dans la vie, dans ces moments-là, on n'est jamais seul, puis on n'est jamais abandonné. Il faut garder une ouverture. Et là, j'ai un ami qui me déniche un emploi dans une école secondaire privée de Trois-Rivières, comme animatrice de pastorale, espèce d'agent, animatrice de vie spirituelle. C'était connexe à... C'est ça. C'était déjà dans mes cordes. Puis, en même temps, le directeur de l'époque, lui, me propose, à côté de ça, d'être aussi agente des relations publiques pour son école parce qu'il veut remonter la cote de l'école et tout ça. Alors, je décide de prendre ces deux Fait que là, tu as un travail, tu as un salaire. Est-ce que c'est ta passion? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, ça, c'est ça, c'est le reste de ma vie? Non. Tu sais que c'est pas ça. Ou tu le sais pas? C'est transitoire. Je sais que c'est transitoire. Je suis pas malheureuse. Mais bon, c'était pas ça. 100%. Non, je suis pas malheureuse. Ça me permet, c'est une transition. Tu sais, mon travail comme animatrice de pastorale me permet comme de faire une espèce de deuil final, à quelque part. Puis le travail en relations publiques me remet sur un autre rail, parce que je suis une femme d'affaires fondamentalement. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, j'ai ça dans le sang. Donc, ça me permet de me remettre au diapason par rapport à mes capacités professionnelles et tout ça tranquillement. Et ce qui se passe pour moi, bien, je rencontre mon amoureux. Et je décide de déménager. Donc, 2 ans après avoir quitté la communauté, je quitte. Moi, je viens de la région du centre du Québec et je quitte pour m'en aller vivre sur la rive sud de Montréal. OK. Et là, je suis à un moment où là, je suis prête pour vraiment un renouveau. Tu quittes la job. Hein? Je quitte la job. Tu quittes l'école où tu faisais... OK. Pourquoi je quitte ça? Tu suis le conjoint. Je suis le conjoint, vraiment. Et tu t'ouvres à n'importe quoi. Tu sais pas ce que tu vas faire dans la vie. Là, non, pas encore. OK. Pas encore. Est-ce qu'il y en a? Je sais qu'il y en a qui nous regardent, Daniel, puis c'est comme ça. C'est clair. On ne sait pas, on ne sait pas tous ce que nous voulons faire de notre vie, puis c'est pas un drame. Puis ça dépend des époques de la vie aussi. Exactement. On peut le savoir, puis on n'est plus le savoir. Puis exactement. Et là, moi, je commence à regarder les emplois, puis je pense que je me cherche d'abord de bonnes conditions de travail parce que j'ai pas envie de me taper le trafic à Montréal. Alors, je veux travailler sur la Rive-Sud. Ouais, OK. Je suis une bonne vendeuse. Moi, je suis quelqu'un qui excelle dans le relationnel aussi. Alors, je me trouve un emploi chez Desjardins Sécurité Financière pour vendre de l'assurance. Alors, ça implique que je fais un cours et je dois passer un permis pour vendre de l'assurance. Autre sortie de zone. Est-ce que c'est une passion? C'est pas une passion. Ou c'est juste une job? C'est un travail. C'est un travail avec des bons avantages. Alimentaire. Oui, mais des belles conditions. C'est-à-dire que moi, je me cherche aussi un travail parce qu'une chose que je sais, moi, je ne suis pas faite pour être dans un bureau de 9 à 5. Ça, je le sais à ce moment-là. Alors, mon travail est sur la route. Ça me plaît pour moi. Fait que je te dirais, je me suis cherché des conditions de travail, un environnement agréable. Puis après, bon, tu sais, le produit, c'est un produit financier, c'est intéressant, les gens en ont besoin, puis c'est correct. Puis je pars avec ça. Et c'est à travers ça que tu sais, quand tu vis une expérience comme j'ai vécu, quitter une communauté ou sortir des fois d'une relation de couple difficile ou un gros échec professionnel, ton estime de toi là, est à moins 10. Et là, tu dois te rebâtir. Alors, pour moi, mon passage chez Desjardins a été une continuité où là, j'ai comme repris confiance en moi, en mes capacités. En moins d'1 an, là, la première année, je n'ai même pas fait une année là, que déjà, je me suis classée dans le carrefour de l'excellence de la compagnie. Alors, donc, ça allait bien. Ça allait très bien. Et ça roule comme ça. Et là vient le temps, 32, 33, 34, on s'en va, 34 ans à peu près. Là, si je veux un enfant, c'est là que ça se passe, parce donc, que là, on vieillit. Alors, à ce moment-là, on décide d'avoir un beau garçon. Je prends 15 mois de congé de maternité. Puis là, je décide de faire pas comme les autres, Daniel, parce que moi, je décide de dire, moi, je prends mon maximum de congé de maternité, même s'il faut que je sorte des REER. Parce que je suis consciente que j'aurai probablement pas d'autres enfants. Et je veux profiter de ce moment-là. Souvent, ici au Québec, après 10 mois, on retourne au travail parce que nos prestations... Mais moi, délibérément, j'ai comme conscience que je ne revivrai pas ça dans ma vie. Je prends des mois sans solde, puis je sors quelques REER que j'avais accumulés pour pouvoir vivre. Régime enrichi d'épargne retraite. Oui, c'est ça. Ouais, des économies, tout simplement. Pour dire, je veux profiter de cette période-là, qui est une très belle période. Et c'est une période, je pense que le fait d'avoir un enfant... Moi, ça m'a remis vraiment devant
mes rêves à moi. Là. Tout à coup, là, il y a eu une lumière. Je ne sais pas, il y a une lumière qui s'est allumée de dire hey, « moi, j'ai cet enfant-là, là, ce beau petit garçon, puis je veux lui apprendre à écouter son cœur, à suivre ses rêves, à s'accomplir dans la vie. » Parce que là, tu sentais que tu le faisais pas? Bien, c'est que je sentais que moi, je ne le faisais pas complètement. Puis je me suis dit, comment je vais faire pour lui enseigner quelque chose que je me sens même pas rendue là complètement, moi, dans ma vie. Comment je vais... Et pour moi, je crois qu'avec les enfants, on aura beau leur dire ce que l'on veut, ce qu'on veut, mais les enfants, ils persistent à nous imiter. Ils regardent, puis ils font. Voilà, ils font comme on fait. Peu importe ce que tu dis. Exactement. Alors, avoir un enfant me ramène à des questions existentielles. De base. Là, tu reviens, là. 35 moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Exact. Puis là, à ce moment-là, je me remets à penser, qu'est-ce que j'imaginais de ma vie quand j'avais 16-17 ans? T'imaginais quoi? Moi, je voyais pas le travail précis, Daniel, mais je pense qu'on l'a jeune, cette vision de ce qu'on va devenir dans le futur. Je ne voyais pas le travail précis, mais moi, je me voyais profondément accomplie dans mon travail et heureuse. Je savais que ça toucherait l'humain. Je savais que ça toucherait la dimension spirituelle aussi de l'être humain. Je le savais à 16-17 ans un peu, qu'est-ce que je voulais avoir comme sentiment dans un travail. C'était plus sentiment. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'une amie à moi, au terme de mon congé de maternité, une amie à moi elle commence son entreprise Tupperware. Superware. Okay, ensuite, on va le dire en anglais pour le reste. Et elle me parle de cette opportunité-là. Et moi, je vais à quelques soirées d'information. J'y vois l'opportunité de remplacer le salaire que je fais chez Desjardins, qui à ce moment-là est d'environ 45 000 par année. J'y vois l'opportunité de me lancer en affaires, puis de renouer justement avec cette dimension de moi. C'était-tu un rêve d'être en affaires? Je pense que ça l'a toujours été un peu en background, même quand j'étais jeune. Je savais que j'étais une entrepreneur. Okay. Mais bon, après ça, il se passe plein de choses, tu perds ça de vue, mais là, cette fibre-là entrepreneuriale... Ça revient. Et moi, du jour au lendemain, un matin, je me lève, c'était le 1er février 2008, je donne ma démission chez Desjardins. Tu avais recommencé à travailler chez Desjardins? Oui, j'avais recommencé depuis quelques mois. Quelques mois, OK. Je donne ma démission chez Desjardins et je décide de partir mon entreprise avec Tupperware et je pars de zéro. Pas de salaire, juste la commission. Oui. Ouais. Fait que là, on en parle. T'avais assez d'économies pour faire ça ou le conjoint supportait? On s'est organisé, puis j'ai été choyée. J'ai eu de l'aide aussi là, de mon père. Tu sais, des fois, on se dit, un des problèmes, parce qu'avec les sorties de zone, des fois, c'est qu'on se dit l'argent n'est pas là. Mais des fois, nous n'osons pas demander, Daniel. Ça, c'est sûr. Puis moi, je me souviens... C'est pas facile de demander. Moi, mon père m'avait dit carrément, Marie-Josée, si tu veux te lancer en affaires, je vais te soutenir. Je peux le faire, je vais le faire. Puis, tu me diras à la fin de chaque mois combien il te manque d'argent pour boucler ta fin de mois et je t'aiderai. OK, tu avais beaucoup de support de ton père. J'avais du support. Financier, moral. Mais en même temps, c'était clair qu'il n'était pas pour me faire vivre pendant un an. Là. Je comprends. Il t'aidait. Pour moi, c'était une question de quelques mois. Puis c'était pas des énormes sommes d'argent parce que dès mes premiers mois à Tupperware, j'ai fait quand même de l'argent. S'il n'avait pas été là, est-ce que tu l'aurais... Par exemple, les gens qui n'ont pas de père en arrière, est-ce que tu l'aurais fait? Je l'aurais fait quand même. Ça aurait juste été plus difficile. Ça aurait été plus insécurisant. Ça aurait été plus difficile, plus insécurisant. Mais tu l'aurais fait? Je l'aurais fait. Okay. Parce que mon cœur, même là, tout le monde autour de moi disait... Il disait quoi, là? Voyons donc, tu laisses un travail stable. Pour Tupperware. Desjardins, c'est une institution comme employeur au Québec. Là, tu travailles pour Desjardins, tu as un poste à vie, tu as une sécurité, tu as un fonds de pension, tu as des assurances, ça ne fera jamais faillite. Alors, tout le monde me regarde, mais en même temps, ils commencent à me connaître, Daniel. Tu sais, j'ai vécu en communauté religieuse, tout ça. Et ils ne sont pas surpris en même temps. L'important, je pense que c'est dans ces moments-là, quand on a le soutien de nos proches, même s'ils ne sont pas tout à fait convaincus, parce qu'il faut faire nos preuves, juste de savoir qu'on nous donne le go, que nos proches nous disent « OK, garde. Why not? Why not? » Exactement. Tu as peut-être raison. Voilà. Et je me lance. Et Daniel, ça m'a pris seulement 3 mois remplacer le salaire que je faisais chez Desjardins grâce à Tupperware. À la commission. À la commission. 100% commission. 100% commission. En 3 mois. En 3 mois. À partir de ce moment-là, mon revenu n'a jamais diminué et il a toujours augmenté. Depuis combien d'années? Là, ça fait 7 ans que je suis là. Ça fait 7 ans que tu fais ça? Oui. Puis j'ai triplé le revenu que je faisais chez Desjardins grâce à Tupperware.
Alors, demande-moi si j'ai pris une bonne décision. Je te demande pas. Parce que c'est pas l'argent, mais tu sais, l'argent nous donne une qualité de vie. Qu'est-ce que tu veux? On peut juste dire Parce que c'est un des premiers freins, mais là, à ce niveau-là, tu le regrettes pas. Puis au niveau de travail, accomplissement... Pas du tout. Je le regrette pas parce que je me suis en fait découvert comme un leader. Je me suis retrouvée rapidement en position de leader parce que je me suis bâti une équipe. Et en 3 ans, mon équipe, là, c'est vraiment... ça a été une montée fulgurante. J'ai bâti une équipe de vente qui vend pour 1 million par année là, en 3 ans. Alors, je suis entourée de femmes extraordinaires. Je leur sers de leader, sûrement de mentor. Elles m'enseignent aussi. On s'apporte beaucoup mutuellement. Moi qui est une fille, ça, je savais de ma personne depuis que je suis jeune, moi, je carbure à l'humain. J'ai besoin, partout dans ma vie, dans tous les travaux que j'ai faits, il y a toujours du monde. Je rencontre des gens, toujours. Et là, dans ma dynamique à moi, Tupperware, ça me colle à la peau, là, de dire je suis toujours entourée de gens agréables, inspirants, que je vais faire des présentations à domicile. Je rencontre des gens, je carbure à l'humain. Alors, pour cette portion-là de mon travail, c'est extraordinaire. Il me manque quoi? Il manque quoi? Ouais, ça, c'est la grande question. Mais maintenant, tu ne fais pas juste Tupperware. Tu as fait d'autres choses. Oui. Dernièrement, un livre qui s'appelle Dieu s'en moque, mais ce n'est pas ton seul livre. C'est pas mon seul livre. C'est ton 3e. Oui, on en a 3. 2 avec mon amie Julie Vincelette, L'effet popcorn. Tome 1, tome 2, puis ce livre-là, Dieu s'en moque, Oser une vie spirituelle excitante. Ça, tu as décidé d'écrire ça pendant Tupperware ou c'était avant? À Tupperware, la raison pourquoi il y avait, tu sais, ma réflexion, elle était faite. Je me disais, si je m'en vais vers un travail où je vais être travailleur autonome et que je décide moi-même de mon emploi du temps, moi, j'avais ce rêve d'écrire. Mais je ne savais pas... Depuis longtemps. Depuis longtemps. Puis je ne savais pas à propos de quoi. Je me disais, bon, sûrement autour de la vie intérieure, la vie spirituelle, parce que ça me passionne, mais c'était pas clair. Okay. Mais je me disais, si je m'en vais vers un travail où je suis autonome, là, je vais pouvoir mettre du temps dans mon agenda pour commencer à écrire. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que moi, j'ai commencé Tupperware en 2008 et en 2010, j'ai commencé à écrire sur une base régulière. 2008, tu avais... 35 ans. 35 ans, OK. Et 2010, là, j'ai commencé à écrire sur une base régulière. Mais pas un livre. Pas un livre. C'était un blog. C'est ça, voilà, exact. Un blog. Avec mon amie Julie Vincelette, on a créé un blog qui s'appelait à ce moment-là « En amour avec la vie ». Puis, tu sais, des fois, on cherche, voyons, qu'est-ce qu'on va vraiment faire? Puis là, nous, je me souviens, à cette époque-là, on avait fait des brainstorming, on voulait se partir quelque chose ensemble. Mais vous ne saviez pas quoi. Finalement, on a abouti, on s'est dit, ben nous, qu'est-ce qu'on aime? On aime écrire, puis qu'est-ce qui nous fascine? La conscience, la dimension intérieure de l'être humain. Donc, on va écrire à ce sujet-là. Et notre concept était très simple. Notre blog, on diffusait une histoire par semaine, chacune notre tour. Et c'est une histoire... qui se lisait en 5 minutes et c'était une situation de vie que nous, on vivait, puis on racontait comment on appliquait un changement de perception, comment on choisissait de voir la vie du bon côté, peu importe ce qui arrivait. Et ça a fait des petits, ça, tranquillement, c'était pas pour faire de l'argent? Non, c'était pour le plaisir. C'était pas une nouvelle carrière. C'était pas une nouvelle carrière, c'était un hobby et donner suite à une passion. Parce que pour arriver, je pense, à trouver nos rêves, à un moment donné, il faut que tu commences à quelque part. Puis souvent, moi, je dis ça aux gens aussi dans mes conférences. Tu sais, si pour l'instant, pour toi, c'est des cours de salsa qui t'allument, fais les cours de salsa. Va par là. Oui. Ouais. Puis après, peut-être que, voilà, ouvre, mais exact. Il faut, à un moment donné, faire un pas en avant. Ah, on l'a dit en même temps. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui arrive après. On l'a dit en même temps. Yes! Mais là, le pas en avant d'écrire un blog t'a mené Ah, bien là, c'est ça qui est quelque chose de bizarre. Vraiment. Les Français vont savoir de quoi tu parles. Alors, après, ça faisait 1 an qu'on écrivait sur le blog. Et là, moi, à un moment donné, sur le blog, je raconte mon histoire en communauté religieuse et je reçois un matin un courriel d'une recherchiste en France de la populaire télé-réalité Secret Story. Puis ça a l'air, pour les Québécois, que Secret Story, c'est une des plus grosses télé-réalités en Europe. Francophone. Tout le monde connaît ça en France. T'sais, ici au Québec, là, tout le monde connaît Occupation Double. Même si tu ne le regardes pas, tu sais c'est quoi. Star Academy, Love Story. Même chose. Ça, c'est le pendant européen. Même affaire en France. Là, tu reçois un courriel des producteurs de cette émission-là. Oui. À cause de ton blog. À cause de mon histoire de religieuse. Parce que Secret Story, pour les Québécois, c'est un concept que
Il y a la maison des secrets, et dans la maison des secrets, les habitants ont un secret. Et le but du jeu est d'essayer de trouver le secret des autres candidats. Et les autres sont toujours à la recherche de certains castings, comme un ancien prêtre, une ancienne religieuse. Des affaires bizarres. Oui. Tu sais, des secrets. Là, tu te dis, tu regardes la fille, puis tu ne peux pas te douter 2 secondes qu'elle a vécu en communauté religieuse, là. Et là, il me présente ça, il m'offre ça. Je refuse la première fois, je refuse la deuxième fois. Puis finalement, c'est toujours comme un producteur plus haut qui m'appelle à chaque fois. Et la troisième fois, ils tiennent vraiment à ce que tu sois là. Ils veulent vraiment que j'aille. Ils sont très persuasifs. Et là, je m'arrête. Parce que c'est sûr qu'à première vue, ça ne se fait pas, Daniel. J'ai 38 ans. Je suis maman d'un garçon de 4 ans. J'ai un travail sérieux. Chez Tupperware. Chez encore, Tupperware. Pendant Tupperware. Ouais. Hein. Et là, il faudrait que j'aille en France pendant quelques temps pour une affaire tellement pas sérieuse et superficielle et jeune comme Secret Story. Et là, il y a comme... C'est bizarre. C'est comme surréel. C'est surréel. Et là, il y a plein de monde autour de moi. Bien, j'en parle pas à plein de monde, mais aux personnes que je... Tu sais, il y en a qui sont dépassés, là, et qui disent... Bien, il y en a qui disent, je peux même pas croire que tu penses 2 secondes aller faire ça. Que tu envisages, peut-être. Puis en même temps, j'ai ma sœur, qu'on se ressemble beaucoup, qui dit, « Hey, moi, Marie-Josée, si ça m'arrivait, tu peux être sûre que j'irais. » Alors, moi, je remets ça, c'est comme si je me remets devant la vie dans ce temps-là, puis je me dis, « OK, oublie tes jugements, oublie tout ça. Qu'est-ce que ça me dit au plus profond de moi? » Moi, il y a une chose, Daniel, à ce moment-là, c'est qu'on se cherche de la visibilité, Julie et moi, on a notre blog, puis on aimerait ça que nos écrits deviennent un livre. Okay. Et là, je pense à ça. Je me dis, si je vais à Secret Story, ça va me donner de la visibilité. Deuxièmement, je te l'ai dit, je carbure à l'humain. Je suis une passionnée de l'humain. Je me suis dit, quelle expérience de vie sur l'humain que d'aller vivre une affaire comme ça. C'est vrai. Alors, je décide d'y aller. À 38 ans, avec un enfant, et tu travailles à temps plein pour Tupperware. Puis là, bien, la beauté de mon travail, c'est que je peux toujours m'organiser parce que je suis travailleur autonome. Donc, il y a toujours des solutions. Et je quitte et je m'en vais m'exiler en France. Puis écoute, tu sais que je pense le premier Prime, là, où ils nous présentent, là, les gens de la France, vous pourrez me le dire, là, puis qui présentent tous les candidats, là, il y a comme 7 millions de téléspectateurs. Et là, il y a Marie-Josée, la petite Québécoise, là, qui ne parle pas comme les autres, là. Hein? En plus, oui, avec l'accent québécois. Voilà, c'est ça. Et il se passe un phénomène, je rencontre ces jeunes-là, puis là, tu es dans une maison barricadée, là. Tu es là 24 heures sur 24. C'est pas si grand que ça. Il n'y a pas d'heure, il n'y a même pas l'heure. Tu peux même pas juger. Tu es isolé. Tu es isolé avec des jeunes. Écoute, c'est un tout autre univers. Les jeunes qui s'en viennent s'amuser pour faire la fête. En moi, plus. Je me souviens que j'ai 38 ans. Mais finalement, moi, je pense dans la vie qu'on peut apporter du bon dans toute chose puis de la lumière en toute chose. Et moi, je m'étais dit, je vais aller là, puis je vais être moi-même, puis je vais apporter ma dose de lumière. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai connecté avec cette génération, on va dire, des 18-25 ans. Puis j'ai compris qu'un des grands drames de cette génération-là, Daniel, c'est qu'on ne leur parle pas de leurs rêves. On ne leur parle pas de leur avenir. C'est pas si cool que ça de parler de ça. Hein? C'est pas cool. Puis les jeunes, là, je te dis, là, on les suit jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis après ça, on trouve que c'est trop compliqué, puis on se dit, on va les reprendre. Ils sont assez vieux pour... Puis on veut pas, tu sais, on a de la misère à se remettre dans nos propres déboires d'adolescents, peut-être, là. Puis là, on les reprend à 25 ans quand ils deviennent des adultes, puis on dit, bon, mais là, il y a un vide, là, entre 15 et 25, où on ne leur parle pas de leur plan de vie, de leurs rêves, de leur passion. Et moi, c'est de ça que je leur ai parlé. Tu as réalisé ça pendant que tu étais là, oui. Avec eux. Et là, je suis devenue, en moins de 24 heures, je suis devenue la maman de la maison, la confidente de la maison. J'ai même, écoute, je pense qu'il y a un extrait qui a été diffusé où je reprends, je leur parle d'un texte de Marianne Williamson, Nelson Mandela, ouais, voilà, ça a été diffusé à la télévision. On s'entend que tu n'as jamais vu ça là, dans une télé-réalité. Quelqu'un qui parle d'un texte profond. Jamais. Et là, il se passe une belle histoire entre moi et ces jeunes-là et je décide, parce que je peux partir quand je veux. Moi, au bout de 8 jours, j'ai fait le tour, c'est assez pour moi. Je décide que dans les premières à partir de l'émission. Voilà. Sinon, ça durait 4 mois. Là. Oui, ça va jusqu'à 4 mois. Et après 8 jours, je décide de retourner à la maison parce que définitivement, mon fils me manque. Et quand je suis partie, mon départ, ils pleuraient tous, Daniel.
Les jeunes qui t'avaient éliminé ou c'est les gens? Bien, ou peu ils importe, étaient là, on y était une quinzaine. Là, je pense qu'ils étaient 17 encore à ce moment-là. Toute la gang. Ils pleuraient. Les grands gars de 25 ans pleuraient, les filles. Maman s'en va. C'était vraiment ça. Puis il y a eu vraiment une chimie, il y a eu vraiment une connexion. Quand je suis revenue au Québec, Daniel, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de courriels de ces jeunes qui écoutent Secret Story pour dire comment ils avaient été touchés par ma présence, comment ils avaient trouvé ça beau, mon approche et tout ça. Et bien, moi, juste pour ça... Donc là, avec le recul, wow. C'était... Moi, ça a été super enrichissant. Ça avait été une bonne décision d'accepter. Une bonne décision juste pour l'expérience. Mais en plus, ce qui est arrivé quand je suis revenue au Québec, j'ai fait une couple d'émissions télé à plus grande visibilité. Puis là, je disais qu'on cherchait un éditeur pour nos textes, puis tout ça. Parce que ton blog, tu voulais faire un livre avec les articles de ton blog. Exactement. Et là, écoute, je suis revenue de Secret Story c'était au mois d'août, là, ça, à peu près quand je suis revenue. Et le mars suivant, notre premier livre, L'effet popcorn, était sur les tablettes. Donc, cette aventure vraiment sortie de zone, écoute. Assez totale. A conduit à la publication de notre premier livre. Ce qui a été... C'est fou comment on n'a aucune idée. Hein? Quelque chose même. Ce que je trouve chouette, c'est que là, je retrouve des Français à travers toi. Tu sais, c'est ça qui est bien. Moi, je dis, cette aventure de Secret Story n'a pas terminé pour moi de me servir à quelque part dans ma vie. Livre? Oui, c'est ça, mon livre. Est-ce qu'il est en France ou peut-être éventuellement? En version électronique, ça, c'est possible de l'avoir. Alors, premier livre publié en mars 2012. Et là, je te dirais, une des plus grandes victoires de ma vie, un des plus beaux moments de ma vie, Daniel, ce soir-là, quand j'ai ouvert les boîtes de livres, puis que j'ai tenu l'effet popcorn dans mes mains. Je sais c'est quoi le feeling. C'est quoi le feeling? Mais moi, j'avais l'impression que j'avais mis les pieds dans ma mission de vie. Plus avec la publication du livre que Tupperware. Oui. Ce jour-là... C'était comme un step de plus. Oui. Là, je comprenais que j'avais commencé à mettre le pied sur mon chemin de vie à moi. Puis ce soir-là, on m'aurait dit, Marie-Josée, je t'offre 2 millions de dollars et je reprends le livre, il n'existe pas. Puis j'aurais dit, no way. C'était ta plus belle réalisation dans la vie. Il n'y a pas de prix pour sentir, voir un accomplissement que tu sais qui vient de là et qui prend forme. Il n'y a pas de prix. Quelque chose que tu n'as jamais fait dans la vie, non? J'ai jamais fait. Puis... Une première fois, là. Exactement. Mais, tu sais, puis je regarde tout ce parcours... Bizarre. me conduit à ça. Me conduit à enfin arriver à dire, moi, j'aime la vie intérieure et la vie spirituelle. Et là, même si j'ai toujours mon entreprise avec Tupperware, parce présentement, que ça va bien, t'es là. Je suis encore là. Là, maintenant, j'ai une vie active aussi en tant qu'auteur parce que je suis rendue à 3 livres publiés et je vais publier mon 4e livre au début de l'année 2016, toujours sur la spiritualité. Je donne des conférences. J'ai un vlog aussi, marijosearel.tv, où je diffuse des capsules vidéo, moi, que j'enregistre régulièrement, où je fais mes petits mots du jour, 2-3 minutes environ. Et tu fais une émission de radio. J'anime à la radio, Radio Mieux-être. On vient juste de faire une entrevue ensemble dans ton émission. Exact. Puis pour les gens de la France, vous pouvez nous écouter via le web. Oui, www.radiomieuxêtre.com. Et sur la radio Québec, c'est le AM 1570. Alors, il y a plein de choses qui déboulent de ça. Qui avancent en parallèle avec ce que tu fais avec Tupperware. Puis là, je le sais que je suis en train de faire une autre sortie de zone, tranquillement, Daniel. Laquelle? Bien, c'est qu'un jour, probablement, que je ne serai plus à Tupperware. Ça, tu le sens? Je le sens. Tu sens qu'il y a deux choses qui grandissent, qui avancent. Oui. Puis qu'il y a un Y qui se Il y aura un Y. Puis, tu sais, là, mes gens à Tupperware, elles le savent, là, tu sais, que Marie-Josée est avec déjà, nous. Oui, parce que je parle, tu sais, elle me voit aller dans cette nouvelle carrière. Mais pour l'instant, ça me convient. J'ai trouvé une belle solution, une belle façon de fonctionner. L'équilibre financier. Financier, puis un cadeau que je me suis fait en 2015, je me suis engagée une assistante, Daniel. T'sais, mais à un moment donné, tu en parles dans ton livre, l'argent, on veut donc empiler, puis en économiser. Mais tu sais, moi, mon père m'a toujours dit, si l'argent ne nous sert pas à être heureux, vaut mieux ne pas en avoir. En tout cas. Moi, j'ai décidé de prendre une partie de mes revenus d'entreprise. En faire moins, en donner à quelqu'un. Puis payer une assistante pour dire, en 2015, ce à quoi j'aspire, c'est me consacrer de plus en plus à ce que j'aime faire. Tu sais, dans un travail, là, tu as une partie que tu aimes faire, puis tu as une partie que tu n'aimes pas faire. C'est comme ça. Moi, je suis convaincue que où est-ce qu'on est le plus puissant et le plus lumineux, c'est quand on est dans cette zone où on aime ce que l'on fait. Sur son X. C'est ça. Alors moi, je me suis engagée une assistante à qui je délègue les choses que je n'aime pas faire, mais pour me consacrer plus à dire j'écris, je donne des conférences, je fais...
sais, avec Tupperware, je suis un peu comme un coach de vie, donc j'anime des soirées. J'adore faire ça, j'adore former les filles de mon équipe, j'adore faire ça. Je veux être de plus en plus présente à faire ça. Alors, je sais que c'est une sortie de zone, mais tu vas être de plus en plus présente à faire ça et à faire ça? Les deux en même temps. On peut en faire beaucoup de choses. Ta vision pour les prochaines années, c'est ça? Mais faire les deux en même temps? Jusqu'à ce que, quand je sens que le temps sera venu. Tu vois, moi j'en fais plus. Tu sais, je fais des plans. Mais pas trop rigide. Pas trop rigide. Puis je me dis, tu sais, un matin, je vais me réveiller, puis ça va probablement me dire, bien, ça y est, là, tu es prête, Marie-Josée, tu peux faire le saut dans le vide dans tes activités. Je rêve d'avoir choisir la droite ou la gauche, voilà. Du Y. Là. Puis moi, je le sais que ma carrière à long terme, c'est tout ce qui touche ma carrière d'auteur et de conférencière spirituelle. Parce que moi, je veux faire, mon but, c'est de faire de la spiritualité un sujet populaire au Québec, qu'on donne un espace dans le discours social à la dimension spirituelle de l'être. Parce que tu sais que, Daniel, tu as des enfants et à nos enfants, on ne leur parle de rien. Oui, c'est vrai. Les enfants vivent comme s'il n'y avait pas d'âme, qu'ils étaient juste corps et esprit et intellect. Puis, alors moi, c'est de ça que Ce qui est différent aussi de la religion. Très différent. La religion et spiritualité, c'est pas la même chose. Complètement. Et je me dédie, moi, entre autres, justement, à faire ces distinctions-là, puis à faire une forme, on va dire, d'enseignement, d'éducation pour remettre les choses à leur place aussi. Peut-être mettre des mots sur ce que beaucoup de gens sentent par rapport à la spiritualité, mais il faut le dire à un moment donné. Mon objectif ultime, moi, Daniel, c'est d'avoir mon show à la télévision sur une grande station au Québec. Ça va être une émission dédiée à la spiritualité. Je pense que les gens... Tu sais, on parle de mieux-être. Il y a un vide là-dedans, là, ça c'est clair. Ouais. Ça, le mieux-être qui est de plus en plus populaire. C'est sûr. On le développement personnel. Plein. C'est que le prochain step, ça va être la spiritualité. Ça va nous amener là. Je te crois. Ouais. Puis moi, je fais toujours ma prédiction. Je dis toujours, tu sais, il y a 10 ans, on parlait de bonheur au Québec. Puis quand on parlait de bonheur, on avait l'air un peu d'un hurlu-berlu, un peu bizarre. C'était grano, c'était... Aujourd'hui, tout le monde parle de bonheur. Même les humoristes ont des spectacles sur le sujet. Même les gars de motocross puis de hockey parlent de bonheur. Alors, tu vois... C'était pas... dans une chambre de hockey, c'est pas standard. C'est pas standard. On s'entend. Et moi, je dis, dans 10 ans, le prochain sujet, ça va être la spiritualité. On va en parler. Il y a des fortes chances. Puis de plus en plus, il y a des gens comme moi qui sommes dans le domaine du hockey puis de la motocross. Ouais. C'est pas standard, mais ça a de l'impact dans le domaine de la motocross et du hockey. Tout ça. Et ça a de l'air moins ridicule parce qu'il y en a qui s'intéressent un peu plus à ça de plus en plus, un après l'autre, et ça s'agrandit. Tout le monde veut être heureux. Exact, c'est ça. C'est même pas à la limite, tout le monde veut ça. Tout le monde veut être bien. Il n'y a personne qui est contre ça. Ouais. Tu peux pas être contre ça. Là. Tout le monde veut être bien. Et moi, je pense que nous devons aussi, on accorde beaucoup de soins à notre corps, beaucoup de soins à notre intellect. Nous devons aussi accorder des soins à notre âme. Si on pense qu'on n'est pas juste un corps, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont juste un corps, puis quand ils meurent, c'est fini. Moi, je te dirais que 80 % des gens...